Sénateur Wu, honorable collègue, merci. Honorable collègue, je suis heureux de finalement pouvoir parler de cette motion. J'ai donné un préavis avant d'aller à la pause de Noël. Je n'en ai pas parlé lorsque nous sommes revenus tout de suite parce que je voulais pouvoir en discuter avec tous les leaders et recevoir des rétroactions. Ensuite, le rappel au règlement du sénateur Oussakos m'a aussi retardé. D'autres ont parlé en faveur de ne pas me permettre de parler et c'est pourquoi nous voyons que cette motion est le plus nécessaire maintenant que jamais. Pas sur le texte spécifique de la motion, mais plutôt sur le principe sous-jacent de changement que nous cherchons à apporter. For those of you who are interested in... Bon, à ceux que ça intéresse, eh bien, mon bureau a envoyé à vous tous la version intégrale de ma motion qui compare donc ma motion révisée, ma motion originale. Vous constaterez donc une tendance certaine dans ces changements et je veux que vous vous attardiez justement sur ces changements. J'ai consulté un grand nombre d'entre vous pour cette motion et je vous suis reconnaissant de vos idées. L'on m'a encouragé à pécher par modestie et je vous ai écouté. J'ai donc été très modeste dans mon ambition et dans mes améliorations. Ce projet de loi vise en fait, à prime abord, à modifier le règlement, mais en fait, il vise à rien de moins que d'assurer l'égalité entre les différents groupes du Sénat. Alors, si nous votons en faveur de cette motion, oui, le règlement sera amendé, mais ces changements ne visent pas à refondre le système. Ils visent tout simplement à retoucher le Sénat, retoucher les règles afin de tenir compte des nouvelles réalités du Sénat. Peu importe que vous soyez traditionnel ou modernisant ou un peu des deux. Cette retouche ne vise qu'à mettre à jour notre règlement, bien que ce soit bien entendu essentiel. Bref, nous ne modifions pas la réalité du Sénat en amendant le règlement. Nous amendons plutôt le règlement pour tenir compte de la nouvelle réalité du Sénat. Qu'est-ce que j'entends par la nouvelle réalité du Sénat? Eh bien, regardez autour de vous. 73 sénateurs ne font pas partie d'un caucus politique. 3 d'entre eux représentent le gouvernement et moins d'une vingtaine, plutôt à peine une vingtaine, représentent l'opposition. Le total des membres du gouvernement et de l'opposition représente moins d'un quart de notre effectif. Dans ce contexte, comment pouvons-nous maintenir un règlement qui privilégie le gouvernement et l'opposition, qui privilégie, bref, un duopole minoritaire qui plus est? Cette motion ne vise pas à empêcher les sénateurs de faire partie d'un caucus politique. Je sais que mes collègues conservateurs sont fiers d'être conservateurs et de collaborer avec le caucus conservateur de la Chambre des communes. Et bien, rien dans ce changement ne les empêche de continuer d'être des conservateurs. Leurs droits sont acquis et protégés. Mais qu'en est-il des droits des 3/4 des sénateurs qui font partie de groupes qui ne sont pas affiliés à un caucus politique? Je me permets de vous donner quelques exemples de changements de règles. Par exemple, pour ce qui est des whips et des délais de sonnerie des timbres. Eh bien, en vertu du règlement actuel, le président doit demander au whip du gouvernement et de l'opposition s'ils s'entendent sur la durée du timbre. Sans accord, le timbre sonne pendant 60 minutes par défaut. Eh bien, ma motion ne vise qu'à rajouter que les représentants désignés de partis reconnus et de groupes reconnus soient également consultés. En ajoutant les whips et les représentants désignés de tous les groupes au Sénat à ce règlement,
l'on ne fait que respecter le principe de l'égalité des groupes sénatoriaux. Mais il assure également une fonction très pratique étant donné le contexte actuel, à savoir inclure dans le processus de décision le groupe majoritaire au Sénat. Après tout, l'objectif même des timbres est de donner assez de temps aux sénateurs qui ne se trouvent pas à la Chambre d'y accéder à temps pour prendre part à un vote. Pourquoi les représentants du gouvernement, à eux seuls, décideraient-ils de la durée d'un timbre alors qu'ils ne représentent que un quart de l'effectif des Sénats? Autre exemple. Le règlement actuel permet aux leaders du gouvernement et de l'opposition, ainsi que les parrains du projet de loi, de prendre la parole pendant un délai plus long sur un projet de loi. Or, ma proposition permettrait à tous les intervenants de prendre la parole pendant un délai un peu plus long, y compris les représentants d'autres groupes parlementaires. Bon, je parle de représentants ou de porte-parole des groupes parlementaires car il inclut les représentants de tous les groupes parlementaires. Il vaut mieux donc parler de porte-parole en général plutôt que de titre comme tel. Par exemple, le porte-parole de l'opposition est un représentant. Et rien ne lui enlève son rôle traditionnel. Le mot critique en anglais laisse croire qu'un porte-parole doit être critique, alors que ce n'est pas le cas. Troisième exemple, le report des votes sur les projets de loi. Le règlement actuel, l'alinéa 7.1.1, oblige le gouvernement de ne consulter qu'un seul groupe, celui de l'opposition. Or, la réalité du Sénat est telle que tous les groupes parlementaires devraient être désormais consultés, pas seulement l'opposition. Il en va de même pour la règle 9.10.4 qui autorise au gouvernement ou à l'opposition de reporter un vote, alors que tous les groupes parlementaires devraient pouvoir reporter un vote, pas seulement le gouvernement et l'opposition. Ce n'est qu'une question de gestion du temps. Bref, nulle règle ne devrait exclure un groupe qui pourtant représente l'écrasante majorité des sénateurs. Bref, honorable collègue, vous aurez compris, nous ne modifions pas la procédure parlementaire, nous ne faisons qu'étendre les droits de certains groupes à tous les groupes. Désormais, les groupes autres que le gouvernement et l'opposition participeront à la prise de décision. Il ne s'agit donc pas d'une motion de modification du règlement, mais plutôt d'une motion d'égalité des groupes sénatoriaux. Alors, vous me direz que les procédures en pratique pour lesquelles nous demandons l'égalité sont obsolètes et devraient être révisées. Par exemple, pour ce qui est des timbres, de la sonnerie d'appel, le timbre par défaut est de 60 minutes. Devrait-il être de 60 minutes ou plus ou moins? Je n'ai pas la réponse à cette question. C'est pourquoi je ne remets pas en question ce délai. Peut-être qu'effectivement, il faudrait revoir ce délai, mais là n'est pas la question. Là n'est pas l'objectif de cette motion. Cette motion est très modeste, elle est progressive, elle ne vise pas à modifier le règlement, mais plutôt, elle ne vise pas à modifier le Sénat, mais plutôt modifier les règles pour tenir compte du nouveau Sénat. Ceci est deux exceptions près. Premièrement, le règlement prévoit un temps de parole égal, à savoir un maximum de 45 minutes pour tous les leaders en deuxième et troisième lecture et un délai illimité pour le gouvernement. Cela est discutable. Mais j'imagine que même si
Une question est très complexe. Si vous n'arrivez pas à convaincre en 3/4 d'heure, eh bien, parler encore plus longtemps ne sera pas productif. Au contraire, ce sera probablement contre-productif. Notre chambre est une chambre de réflexion et non pas de discours interminables. Mais si nous respectons le strict principe d'égalité des groupes sénatoriaux, nous serions obligés de donner un temps de parole indéfini à tous les leaders et représentants des différents groupes parlementaires. Cela, bien entendu, nous effraie. Deuxième exception. En donnant un statut ex officio à tous les leaders des groupes parlementaires, nous donnons un vote ex officio à tous ces leaders. Mais nous avons décidé qu'il valait plutôt ne pas donner de vote ex officio à qui que ce soit. Bon, cette question est discutable une fois de plus, mais nous avons décidé de ne pas donner de vote pour plusieurs raisons pratiques. Premièrement, les leaders et les facilitateurs ne sont habituellement pas très assidus aux réunions de comité et ne suivent pas de très près les témoignages des témoins. Et donc, il n'est pas raisonnable de les laisser assister à une réunion de comité à la toute fin de la délibération pour voter à brûle-pourpoint. Ce n'est tout simplement pas raisonnable, puisqu'ils ne votent pas de façon éclairée, ils ne font que voter par politique. Mais il y a également une autre raison d'abolir les votes ex officio. Sous le système actuel, un statut ex officio ne peut être donné qu'à un membre de l'opposition, ce qui veut dire que le vote supplémentaire annulerait ce vote ex officio. Et sous un nouveau système, ce vote supplémentaire mêlerait la donne et, bref, donnerait lieu à une trop grande incertitude. Bon, dans certaines circonstances, oui, le vote ex officio pourrait faire toute la différence et je suis prêt à parler de ces cas de figure. Mais je crois que vous aurez compris qu'effectivement, l'abolition des votes ex officio est désirable. Ainsi, par ces deux exceptions, vous pouvez voir que l'on pourrait résumer ma motion comme suit. Chaque fois que les règles du Sénat offrent des droits ou des privilèges à l'opposition ou au gouvernement uniquement, eh bien, ces droits et privilèges devraient être consentis à tous les groupes parlementaires du Sénat. C'est pourquoi vous comprendrez que cette motion est une motion d'égalité et de respect mutuel plutôt que d'une motion de modification du règlement. C'est pourquoi j'ai choisi de déposer cette motion avec libellé en cette Chambre plutôt que de proposer cette motion au comité du règlement pour étude. Chers collègues, l'égalité des sénateurs et des groupes sénatoriaux ne peut plus attendre. Notre propre comité de la modernisation en est arrivé à cette conclusion voilà 3 ans. Dans son rapport intitulé « Modernisation du Sénat », publié en octobre 2016, le comité cernait l'égalité comme principe de base du Sénat, à savoir que chaque sénateur doit être traité de façon égale et juste dans le respect de ses droits et privilèges de parlementaire. Et les règles et pratiques du Sénat doivent appuyer ce principe. Ensuite, le comité de modernisation a bien dit que même si un grand nombre d'ajustements avaient déjà été apportés au règlement du Sénat, il y avait lieu d'en apporter encore davantage pour tenir compte de la nouvelle réalité du Sénat. Et le comité de modernisation conclut dans son 13e rapport que l'égalité entre sénateurs exige nécessairement un ajustement du cadre de procédure et de délibération du Sénat. Ces ajustements doivent tendre vers la modernisation.
Sénateurs, collègues, si ma motion laisse quelque chose à désirer, c'est certainement le fait que je la dépose avec 4 ans de retard. Ne craignez rien, je ne cherche pas à court-circuiter le règlement. Bien le contraire, c'est plutôt le Sénat qui court-circuite la réalité nouvelle du Sénat, à savoir qu'il existe d'autres groupes au Sénat que le gouvernement et l'opposition. Nous ne sommes pas novateurs à cet égard. Au contraire, nous sommes en retard. Bon, permettez-moi de prévoir certains des arguments qui seront présentés contre cette motion et permettez-moi également de les réfuter. Par exemple, le sénateur Oussakos a présenté un rappel au règlement qui vient d'être rejeté par le président. Je n'y reviendrai pas. La décision du président est claire. Mais le sénateur Oussakos a fait circuler certaines fausses rumeurs, à savoir que modifier le règlement du Sénat pour tenir compte de la nouvelle réalité de l'existence de groupes autres que le gouvernement et l'opposition est illégal. C'était en fait l'essence du rappel au règlement du sénateur Oussakos. Mais cela n'est pas vrai. Si c'était vrai, le Sénat n'aurait pas approuvé d'autres règles, par exemple le financement de groupes autres que l'opposition et le gouvernement. En fait, le sénateur Oussakos a ouvert son plaidoyer en faisant référence aux règles de financement qu'a adoptées le Sénat pour financer les groupes non affiliés du Sénat. Pourtant, il a participé à la prise de cette décision. S'il pense que cette décision était illégale, eh bien, il a participé à un geste illégal. Il pourrait en appeler à la Cour suprême. Or, la Cour suprême a statué que le Sénat est censé être une chambre non partisane. Je cite, « Le Sénat a été créé de façon à ce qu'il représente un organe apolitique afin d'étudier les mesures adoptées par la Chambre des communes de façon non politique. Le Sénat se veut indépendant du processus électoral qui assujettit les députés. Ceci donne aux sénateurs une certaine indépendance politique. Clairement, le sénateur Oussakos préférait un Sénat partisan aligné sur le gouvernement et l'opposition. Et c'est son droit. Sauf que la Cour suprême n'est pas d'accord avec lui et qu'il ne faut surtout pas donc prétendre que le Sénat enfreint la loi, bafoue la Constitution et mine la démocratie parlementaire. Par contre, je suis d'accord avec le sénateur Oussakos sur ce qui suit. La loi sur le Parlement du Canada doit être modifiée pour tenir compte de la réalité de l'existence de nouveaux groupes au Sénat. C'est en fait, les changements de règlement sont tout à fait permis au Sénat. Le Sénat, donc, peut modifier son propre règlement, mais ne peut pas modifier la loi. Et donc, le Sénat peut et doit modifier son règlement et le gouvernement doit modifier la loi sur le Parlement. Le gouvernement avait promis de modifier la loi sur le Parlement du Canada. Il en a fait une planche électorale et en a parlé dans son discours du trône. Un deuxième argument contre ma motion serait le suivant. Si un Sénat indépendant n'est pas illégal et n'est pas contraire à la Constitution, il est néanmoins mal avisé. C'est une version édulcorée de l'argument du sénateur Oussakos. Bref, l'on présume que cette expérience sénatoriale est vouée à l'échec et qu'il n'y a pas donc lieu de modifier le règlement en attendant cet échec. Bon, je comprends le point de vue qui sous-tend ce genre d'argument.
Il trahit une préférence pour les anciennes méthodes et une méfiance pour les nouvelles méthodes. Certains de nos collègues conservateurs et anciennement libéraux m'ont dit sous la dernière législature que nous ne devrions pas modifier le règlement avant la prochaine élection, le temps de voir si un nouveau gouvernement revient à un Sénat partisan. Eh bien, l'élection a eu lieu. Et voilà, quelques semaines, nous avons accueilli de nouveaux sénateurs non affiliés. Nous allons bientôt en accueillir d'autres. Et le gouvernement n'est pas revenu à un Sénat partisan. Honorables collègues, nous nous trouvons dans un immeuble historique rappelant l'ère du transport par locomotive. Mais maintenant, nous sommes en 2020 et la locomotive est partie. La locomotive à la vapeur est vouée aux oubliettes. Ne vouons pas non plus le Sénat aux oubliettes. Troisième argument à l'encontre de ma proposition. Le système actuel fonctionne bien actuellement. Dans la pratique, d'autres groupes, par exemple le groupe des sénateurs canadiens, le groupe des sénateurs indépendants, sont déjà consultés sur certaines questions et ont déjà des droits très semblables à ceux des groupes de l'opposition et du gouvernement. Eh bien, une version de cet argument a été présentée le jeudi avant la pause des fêtes de fin d'année, lorsque la sénatrice Martin a parlé de cette motion. Une fois de plus, elle appuyait donc le rappel au règlement du sénateur Oussakos. Elle a donné comme argument à l'appui le fait que la Chambre s'était entendue de façon unanime pour permettre au groupe CIBA d'être composé. Cela démontre la souplesse de notre règlement actuel, paraît-il. Si nous donnons notre autorisation, tout changement est permis, tout ajustement est autorisé. Notre règlement, dit-elle, autorise ces changements et notre règlement nous sert très bien. J'imagine que la sénatrice Martin a parlé de toute bonne foi et dans l'esprit de générosité. Mais soyons clairs, lorsqu'elle dit que notre règlement est souple et nous permet d'autoriser des choses, elle entend plutôt que le règlement donne la souplesse à son caucus de faire preuve de générosité lorsque cela fait son affaire. Et lorsqu'elle dit que le règlement sert très bien ses membres, elle a tout à fait raison. Mais par ses membres, elle parle de l'opposition et du gouvernement qui actuellement détient tout le pouvoir et peut parfois donner certains privilèges aux autres groupes pour peu que l'on demande gentiment chapeau en main. N'oublions pas, chers collègues, que le mot autorisation est un synonyme de permission. Lorsque les groupes autres que le gouvernement et l'opposition demandent la permission de faire quelque chose que seulement le gouvernement et l'opposition peuvent faire, eh bien, ils demandent la permission. Le fait qu'on doive le demander est précisément pourquoi je crois que, contrairement à ce qu'a dit la sénatrice Martin, que les règles actuelles ne nous servent pas bien. Alors, c'est un argument de dire que le système fonctionne parce qu'il est flexible, mais en fait, c'est de créer un système à deux vitesses où les groupes ont déjà des droits codifiés, daigneront offrir certains de ces droits aux groupes exclus, comme si noblesse obligeait. Donc, l'idée qu'une classe établie puisse donner des droits à d'autres de façon discrétionnaire sans enchasser ces droits est extrêmement réactionnaire. Je ne crois pas que personne ici tolérerait de tels arguments s'ils étaient faits à l'égard de groupes ethniques ou de régions du Canada. Que vous aimiez ou pas la réalité d'un nouveau Sénat plus indépendant et moins partisan,
c'est la réalité qui obtient un vaste appui public. Un sondage fait en 2019 a constaté que 77 des Canadiens veulent que le nouveau processus se poursuive. 81 des Canadiens disent que le fait que les nouveaux sénateurs ne fassent pas partie d'un parti politique et siègent en tant qu'indépendants au Sénat est un bon changement et seulement 5 pensent que de passer à l'indépendance est négatif. Et pour ceux d'entre vous qui veulent que le train revienne à la gare, c'est-à-dire un retour aux vieilles façons de nommer les sénateurs, vous avez l'appui de 3 des Canadiens. Pour conclure, je veux parler d'un faux argument qui est présenté. C'est de dire que cette motion se débarrasse de l'opposition. Tout d'abord, en tant que sénateur indépendant, et comme pour tous les sénateurs indépendants qui, par définition, ne font pas partie du gouvernement, le droit de s'opposer au projet de loi du gouvernement fait partie intrinsèque de notre travail. On a ce droit, tout comme les autres sénateurs qui se perçoivent comme étant comme membres de l'opposition parce qu'ils sont membres d'un parti qui n'est pas le parti ministériel. La différence, c'est que les sénateurs partisans qui passent d'une position au gouvernement, s'il y a un changement au gouvernement, et de ce point de vue, les sénateurs indépendants ont plus intérêt à préserver l'idée d'opposition que les sénateurs qui ne sont qu'en opposition lorsque leur parti est dans l'opposition. Alors, le faux argument disant qu'on veut se débarrasser de l'opposition découle d'une lecture superficielle de la motion où vous verrez dans la version annotée que j'ai distribuée, les références au mot « opposition » ont été remplacées par des termes comme « représentant d'un parti reconnu » et « groupe parlementaire reconnu », et c'est pour reconnaître la réalité multigroupe du Sénat. Pour utiliser un autre exemple, nous avons remplacé les mots « leader du gouvernement » et « leader de l'opposition » par tous les leaders et facilitateurs. Et encore une fois, un autre exemple, plutôt que de parler de porte-parole de l'opposition des autres groupes, on a utilisé le terme porte-parole d'un projet de loi de chaque groupe parlementaire reconnu et chaque parti reconnu. Le but de choisir ces termes, qui s'est fait selon les conseils du bureau de la procédure, donc ce qui a motivé ce choix de termes, c'était les bonnes pratiques de rédaction. On nous a dit que ce libellé, en aucune façon, n'élimine l'opposition. De toute façon, toute lecture raisonnable du libellé ne mènerait pas à la conclusion que cette motion essaie de se débarrasser de l'idée d'opposition au Sénat. Ce serait comme dire que si le directeur en chef de la santé publique vous dit que vous devez vous laver les mains avant de manger, plutôt que de dire vous devez vous laver les mains avant le déjeuner, le dîner, le souper, et il est en train de faire disparaître le déjeuner. Le déjeuner peut s'occuper tout seul de lui-même. Merci beaucoup. Et si un groupe de partisans du déjeuner au Canada disait que la version plus succincte de la déclaration d'une bonne hygiène menace l'existence de leur repas favori de la journée, on en rirait. Alors, j'espère qu'on pourra faire la même chose avec la fausse idée que cette motion vise à éliminer l'opposition. Si vous avez besoin de plus d'assurance, vous pouvez aller aux pages 123 et 125 des règlements du Sénat et les pages 5-4 et 5-6 des règles administratives vont faire référence à l'opposition qui ne sont pas modifiées par la motion. Chers collègues, pour résumer, c'est une motion qui concerne l'égalité des sénateurs. Elle vise à mettre à jour le règlement de façon modeste afin de refléter la nouvelle réalité de la Chambre haute. Il est temps maintenant d'adopter cette motion à cause de la grande présence des sénateurs en cette Chambre qui ne font pas partie du gouvernement et qui n'appartiennent pas à un caucus politique partisan. Voter pour cette motion, c'est de faire preuve de respect
envers l'évolution de l'institution et de faire preuve de respect envers la majorité des sénateurs qui sont traités présentement comme citoyens de deuxième classe simplement parce qu'ils siègent comme à titre d'indépendants. Si vous avez pensé voter contre cette motion, demandez-vous si vous croyez à l'égalité des sénateurs et des groupes sénatoriaux. Et sinon, qu'est-ce qui rend un groupe plus important que d'autres? J'ai entendu d'entendre les débats sur cette motion, les améliorations et un vote plus tôt que tard sur cet aspect important des travaux de modernisation de notre Chambre.